on peut pas modifier ou transformer en profondeur des organisations avec des engagements courts. Moi, ça fait 20 ans que je suis chez Build Zero bientôt, et donc je vois bien l'évolution qu'il y a pu y avoir déjà par ma propre expérience. Mais de plus en plus, on travaille en partenariat avec nos clients parce que la supply chain, moi j'ai toujours appris que c'était casser les murs et créer des ponts. Bienvenue Pierre au sein de notre entrepôt de Dourges. Merci de nous accueillir. Voilà, entrepôt de 54 000 m², donc environ 8 terrains de foot. Ah oui, parce qu'on a du mal à se rendre compte que c'est 54 000 m². Ouais. Alors c'est pas cette surface-là, parce que là tu m'as dit que c'était une cellule. Exactement, donc là on est sur une cellule de à peu près 6 000 m², donc grosso modo l'équivalent d'un terrain de foot. Ouais. Et le bâtiment on fait 8 comme celui-ci. Bon, disons beau terrain de jeu. Voilà, et donc on est sur... un des entrepôts dédiés aux activités Decathlon, qui est un de nos clients historiques. Parfait. Bien, je t'emmène. Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans l'usine sans filtre pour un nouvel épisode dédié à la logistique. On est aujourd'hui dans un entrepôt, vous allez entendre un peu de bruit mais c'est normal, et je remercie Lionel de nous accueillir. Bonjour Pierre. Merci de nous recevoir dans ton entrepôt. On est à Dourges dans l'entreprise Build Zero, entreprise régionale des Hauts-de-France qui est très connue, et l'entreprise Build Zero est une entreprise du bassin minier que va nous expliquer Lionel. Donc moi c'est Lionel Lenacker, comme tu l'as bien précisé. Donc je suis directeur solutions, innovation et bureau d'études au sein du groupe. Et donc j'ai plusieurs fonctions. Parmi ces fonctions, comme tu le précises, il y a l'innovation. Et donc l'innovation est au centre des sujets de travail pour le groupe dans le cadre de l'accompagnement de nos clients. Mais j'ai également donc la partie commerce avec une équipe pour le développement de notre chiffre d'affaires et des équipes d'ingénieurs pour la gestion des projets, que ce soit les implémentations de nouvelles activités et les actions de feuille de route pour les améliorations continues dans le cadre de la pérennisation des contrats de nos clients. On avait déjà eu l'occasion de travailler avec Lionel sur des sujets très innovants sur la logistique, et il nous semblait opportun justement qu'il témoigne un petit peu de son parcours au sein de Build Zero, dans un métier très difficile qui est celui, je dirais, de la prestation logistique, avec des clients exigeants, des activités qui bougent, des ressources que vous avez en entrepôt, aussi en transport. Et je pense que expliquer un peu cet univers qui est difficile et qui a toujours été difficile. Alors juste une petite précision, parce que donc sur l'ensemble de mes fonctions, j'ai également une partie de la DSI, et ce qui permet de boucler la boucle quelque part, et en ayant la responsabilité des applicatifs, que ce soit ce qui tourne autour du TMS ou du WMS, fait le lien entre l'engagement que l'on a auprès de nos clients de prester leur flux dans la qualité, la traçabilité et la qualité attendue. Donc j'ai également une partie de la DSI. Lionel est souvent pris quand on essaye de le joindre, parce qu'il doit justement dimensionner les solutions pour ses clients, les mettre en place, et aussi sur ça touche l'organisation, les systèmes d'information comme tu en as parlé, et c'est une problématique assez forte. Alors, et c'est donc pour concernant le groupe. Donc oui, le groupe Build Zero est centenaire, a dépassé les 100 ans d'existence. On arrive sur les 114 ans d'existence du groupe, avec une création en 1911 par le commerce dans les corons. Et ce commerce dans les corons, au bout d'un moment, a nécessité d'aller projeter la capacité de vendre des produits de plus en plus loin et avoir une couverture de plus en plus large autour du bassin minier. Et donc, c'est comme ça sont arrivées les activités de transport au sein du groupe dans les années 1960. Donc le transport a été l'activité qui a toujours tiré le groupe sur les années 1900, donc au XXe siècle, pour petit à petit, avec l'essor des plateformes logistiques, notamment dans les Hauts-de-France, parce qu'on a quand même l'automobile principalement, un terrain propice pour faire des grandes plateformes logistiques, et l'arrivée des activités automobiles, notamment à Douai avec Renault, on a Valenciennes Onin avec Toyota, Maubeuge, et donc c'est l'activité, les activités supply chain du monde automobile qui
qui a incité la famille Billes à créer des entrepôts dans les années 1970. Et petit à petit, les activités logistiques grandissantes jusqu'à là sur les débuts des années 2000, le passage en premier, donc le passage en premier lieu des activités logistiques, avec en deuxième les activités de transport. Une évolution du modèle économique, une évolution du modèle et du transport vers, je dirais, des activités de service, de préparation. Je pense que ça correspondait aussi à une attente de, je dirais, des clients industriels, mais aussi on est chez Decathlon, mais c'est de confier ces prestations, on va dire, de service à je dirais une entreprise pérenne et qui les accompagne aussi dans ces organisations. Oui, petite particularité, le groupe Billes Euro a les capitaux 100% familiaux. Oui. Donc c'est aussi quelque chose qui nous différencie de nos confrères, parce que la famille Billes détient 100% de la société, ce qui permet aussi parfois d'accompagner et d'adapter notre offre commerciale aux besoins de nos clients. Avec une approche qui est différenciante par rapport à d'autres logiques économiques. Alors, je suis responsable de l'innovation chez Billes Euro, donc on va parler d'innovation. Mais avant de parler d'innovation, moi, ce qui me semble intéressant qu'on expose, c'est l'évolution du métier du prestataire logistique, parce que c'est un métier où il y a de la concurrence. Il y a des attentes fortes de ses clients en termes de qualité, en termes de prix, et je pense que si tu peux faire un petit aparté de cette évolution, de ces contraintes, qui va expliquer ensuite dans nos sujets votre direction vers l'innovation, ça peut être intéressant. Ouais. Donc c'est vrai que les activités logistiques, la prestation logistique, le métier de la prestation logistique, qu'on peut aussi appeler les activités 3PL, sont fortement professionnalisés sur les 20 dernières années. Moi, ça fait 20 ans que je suis chez Billes Euro bientôt, l'année prochaine, en 2026. Et donc, je vois bien l'évolution qu'il y a pu y avoir déjà par ma propre expérience et dans le même groupe, avec l'évolution qui a suivi, la façon dont on pouvait offrir des services il y a 20 ans et les exigences aujourd'hui de nos clients, ce qui est attendu par nos clients sur la composition de l'offre, la capacité d'accompagner ses clients dans des contraintes soit d'expansion, soit de contraction. Donc ça c'est une vraie évolution et dans cette évolution on a aussi une volonté de mutualiser. Il faut qu'on puisse de plus en plus réussir à mutualiser et à rendre flexibles les organisations. Ouais. Parce que un entrepôt, un client, un volume et quelque chose qui soit lisse toute l'année. Il y avait un très bon exemple, je crois qu'au mois de mars on parlait de démarrage de la Renault 5 ici à Douai. On avait visité la préparation ensemble. Ouais. Ça devait démarrer sous peu. Il y a eu donc des effectifs qui étaient en place et Renault a décalé son démarrage série. Les personnes qui étaient là, il fallait bien réagir pouvoir. Ouais, tout à fait. Et ça fait partie justement des attentes. Et c'est ce qu'on doit nous offrir en termes de services. Parce que comment différencier une logistique intégrée ou une logistique externalisée. Si le client fait le choix d'externaliser la logistique, c'est bien pour avoir des leviers de flexibilité différents que d'avoir une logistique purement intégrée. Est-ce qu'ils deviennent sensibles à ça? Parce que moi, dans les transports, on parlait beaucoup de mutualisation aussi des transports pour éviter d'avoir des camions vides, etc. Et certains clients préféraient avoir leur propre transport. Est-ce que ça évolue un petit peu dans les mentalités? Ça évolue et j'ai envie de dire qu'en plus la vie est un éternel recommencement parce que on voit aussi qu'il y a des phases. Il peut y avoir des phases où on souhaite réinternaliser des activités, puis d'autres phases pour les mêmes clients ou les mêmes secteurs d'activité, de nouveau changer le braquet et de repartir sur des logiques d'externalisation. Et ça fait partie aussi de nous des contraintes et des règles du jeu qu'on doit accepter. C'est que les engagements sont pas forcément très longs, même si là depuis 2-3 ans on sent que la volonté, parce que
on peut pas modifier ou transformer en profondeur des organisations avec des engagements courts. Et classiquement, on est toujours sur de l'engagement 3 ans. C'était un peu le standard d'un contrat logistique. Mais en 3 ans, on a du mal à rentrer en profondeur sur des changements d'organisation parce qu'il faut le temps de démarrer la plateforme, d'arriver sur une phase plateau, et puis on est tout de suite dans une remise en cause du contrat. Donc ça, c'est pas forcément évident quand on veut vraiment transformer en profondeur. Donc là, les clients commencent à le comprendre et à l'intégrer, et on peut discuter de plus en plus sur des engagements plus longs. 4, 5, voire 6 ans. D'accord. Et là, ça permet réellement de mettre en place des partenariats et de travailler sur des logiques sur le fond, différentes. sur l'organisation. Ouais. Bah, c'est bien, j'irais, d'avoir cet éclairage sur ces contraintes. Il y a aussi des contraintes humaines parce que c'est des métiers qui sont difficiles. Là, tu as dit qu'il fallait un peu jongler, bouger, donc ça demande aussi une certaine flexibilité des personnes. Est-ce que c'est aussi une contrainte importante que vous avez chez Bliss Euro, Oui, ça c'est alors la gestion de la ressource, et en plus on l'a sur plusieurs niveaux, parce que on peut avoir la gestion de la ressource dans le cadre d'un contrat client, mais on a aujourd'hui des entrepôts, et de plus en plus des entrepôts multi-clients. Ce qui fait que dans un même entrepôt, on a la mutualisation pour un compte client, mais on a aussi, et c'est ce qu'on cherche à développer, la mutualisation entre les différents comptes clients exploités sous un même entrepôt. Et une particularité aussi du groupe Bliss Euro, c'est que on a une forte densité d'entrepôts dans les Hauts-de-France, ce qui fait notre force. Et on a mis en place depuis déjà plusieurs années. De mémoire, je sais qu'on l'avait déjà mis en place en 2008, parce qu'en 2008, on a eu la crise des subprimes. On avait encore une forte représentativité des activités automobiles dans notre panel client. Et quand l'industrie automobile a fortement ralenti en 2008, l'un des leviers qu'on a pu activer et qui nous a permis de sauver les meubles, c'était de pouvoir jouer sur la polyvalence de nos collaborateurs entre entrepôts. D'accord. Et donc l'entrepôt qui était dédié à une activité automobile et où l'usine était en arrêt de travail parce que les volumes n'étaient pas suffisants pour ouvrir l'usine, et ben ces collaborateurs-là étaient en capacité de donner un coup de main sur un entrepôt qui était peut-être plus orienté retail et où on avait encore de l'activité. Et ça, c'est quelque chose qu'on continue à piloter et à dynamiser et à valoriser au travers de nos organisations. Et pour le compte, une des particularités dans notre pilotage RH, c'est qu'on a un contrat unique. Ce qui veut dire que un salarié qui travaille dans la logistique Bliss Euro sur l'entité Simastock a un contrat de travail, quel que soit l'entrepôt sur lequel il va travailler. Et ça, par rapport à d'autres confrères, il y a parfois des organisations différentes où on a des entités autonomes par entrepôt, et c'est plus complexe de bouger un personnel d'un entrepôt A vers un entrepôt B. Nous, on a justement mis ça directement dans notre stratégie RH pour essayer de compenser et puis réajuster. C'est une thématique qu'on va aborder, je crois, dans l'entretien, la RSE, parce que je sais que ça vous tient à cœur chez Bliss Euro. Mais là, je pense que tu as introduit un peu le sujet, parce qu'on va aborder l'innovation. Et moi, c'est un peu aussi l'objet, je dirais, de cet épisode d'industrie, de l'usine sans filtre. C'était de parler d'innovation. Ce qui m'avait un peu séduit chez vous, c'est votre fameux projet que vous n'allez pas encore communiquer, mais vous allez le faire. C'est le projet Jarvis, où on va peut-être aussi pouvoir travailler ensemble. C'est un projet très ambitieux, je trouve, et qui touche l'innovation aussi bien sur les organisations que sur les systèmes d'information. Tout à fait. Et je pense que si on pouvait en parler, ça fera plaisir à ceux qui nous écoutent. Oui. Et donc le projet Jarvis, effectivement, que j'ai initié il y a maintenant un peu plus d'1 an, avec pour objectif justement d'aider les organisations d'exploitation de nos entrepôts à s'améliorer et à trouver les leviers qui permettent d'optimiser la productivité, la rentabilité, et donc continuer à accompagner nos clients dans la recherche de la performance. Et donc Jarvis, à la base, c'est de se dire que
Aujourd'hui, on évolue dans des environnements complexes. On est sur, en plus, en tant que prestataire logistique, des organisations informatiques fragmentées, parce qu'on peut soit nous proposer notre WMS, mais les clients parfois nous demandent d'utiliser le leur et on accepte de le faire. Et ça vient fragmenter. Ce qui fait que aujourd'hui, on a fait le constat qu'il était compliqué de trouver un corps modèle sur le pilotage de la performance de l'entrepôt, quel que soit le système d'information, parce que la donnée, c'est quand même quelque chose de très important. Et donc Jarvis est né de là, avec plusieurs objectifs. Donc le premier objectif, c'est piloter la polyvalence. Comment on peut améliorer le pilotage de la polyvalence. Le deuxième objectif, ça va être de piloter la performance. Oui. Mesurer la performance et d'identifier les causes de non-performance, justement. Et faciliter, justement, la recherche de la non-performance pour mettre en place les plans d'action qui vont bien. Et dans un troisième temps, c'est le reporting. Et comment améliorer et rendre plus facile la consolidation d'un certain nombre de sources d'informations pour qu'on ait des reportings qui soient standards facilement pilotables aussi sur plusieurs niveaux de management. Parce qu'on a le management, le micro-management du chef d'équipe dans son service, du responsable de site, du directeur des opérations qui a un certain nombre de sites et de la direction générale qui doit avoir la vingtaine de sites qu'on a en exploitation. On retrouve un petit peu nous ce qu'on met en place chez Pinfio dans le suivi des performances des lignes de production, donc pour un peu le principe. Tu as parlé aussi dans ce projet-là de travailler en amont, c'est-à-dire que sur des projets, il faut être capable de dire aussi, est-ce que ce projet-là, par rapport à l'évolution peut-être des volumes de mon client, est-ce qu'il est toujours rentable? Donc avoir aussi un système capable de sauter un petit peu des alarmes si ça dérive. Oui, tout à fait. Et donc là, on est donc dans la composante, dans l'axe pilotage de la performance et pilotage de la polyvalence de Jarvis, c'est de se dire, il faut qu'on puisse être factuel sur le prévisionnel. Donc là, on doit travailler avec notre client pour améliorer les données prévisionnelles. Ce prévisionnel doit être en capacité de nous donner qu'on doit être en capacité de calculer une charge de travail qu'on doit mettre en face d'une capacité, capacité compétence. Et ça doit nous donner déjà notre base et la feuille de route ou l'organisation type qu'on va devoir suivre ou s'approcher le plus sur la période suivante. Donc une période d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, ça dépend de la capacité à se projeter sur l'avenir. Et ça, c'est l'étape 1. Donc c'est comment je vais prévoir l'adéquation de ma charge par rapport à ma capacité. Et je parlais de la mutualisation et de la polyvalence. Il faut que je puisse savoir aussi les collaborateurs quels sont les collaborateurs qui maîtrisent un certain nombre d'activités au sein d'un entrepôt, pour dire que l'opérateur de l'activité 1 peut donner un coup de main sur l'activité 2 parce qu'on va avoir un déséquilibre entre la charge et la capacité. Utiliser les ressources éventuellement pour des multi-clients ou éventuellement parce qu'il y a des indicateurs qui sont... Et ça doit nous donner notre feuille de route. Maintenant, il faut qu'on puisse mesurer les écarts par rapport à cette copie, on va dire, optimale. Et ça, c'est une deuxième composante de Jarvis sur le pilotage de la performance. C'est d'accord, je sais que je dois avoir telle performance avec tel effectif et traiter tel volume. Maintenant, il va y avoir tout un tas de phénomènes exogènes ou de problématiques internes à l'entrepôt qui vont survenir au cours des opérations. Et ça aussi, il faut qu'on puisse maintenant rendre beaucoup plus facile l'enregistrement de ces causes de non-performance pour que derrière, on puisse en ressortir des indicateurs et qu'on accède rapidement à l'alerte et puis à la décision à prendre. Donc là j'ai un problème de réception, je peux peut-être basculer en expédition, ou inversement j'ai un problème d'expé, je peux basculer en récep. C'est très ambitieux là. Voilà. C'est le rêve de tout industriel
où la logistique, c'est justement détecter des anomalies et d'avoir une aide à la décision pour revenir dans les bons rails, quoi, dans les bons indicateurs. C'est vrai que je trouve ça très ambitieux et on voudrait bien sûr vous accompagner sur ce sujet. Ouais, tout à fait. Et ben justement, parce que le troisième point, c'est ensuite, une fois qu'on a identifié et qu'on a mesuré, c'est de pouvoir classer les anomalies, la récurrence par thème, les têtes de Pareto, et mettre en place nos actions d'amélioration continue qui vont venir faire, sur 20% des anomalies, réduire ou améliorer 80%. Le cercle vertueux d'amélioration et d'animation, parce qu'on a parlé aussi de communiquer aux équipes, faire des rituels. Et pour ce faire, on a besoin d'outils. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on s'est trouvé, entre guillemets. Et quand j'ai échangé avec Claire et toi sur la façon dont on voulait nous mener à bien le projet Jarvis. Ça nous a séduit aussi. Oui, voilà. On s'est séduit. C'est là, et on s'est trouvé parce que effectivement, vous aviez une boîte à outils intéressante et une volonté aussi de continuer à faire évoluer cette boîte à outils. Alors on est aussi dans l'innovation chez Pinflow, on adore ça. C'est pour ça qu'on adore des profils comme le tien. Et on a un projet en commun encore d'innovation, on voulait en parler, en toucher deux mots, c'est le fameux projet Mirail. Donc c'est un projet, un appel à projet qui est financé par la région avec 5 acteurs, dont Bills d'Euro, dont Pinflow, qui va être un peu la partie ouvrière pour la partie système d'information. Mais on va avoir aussi l'ARIA, qui est l'association du pôle automobile, qui est dans ce consortium. Il y a Euralogistique, qui est pas loin d'ici, qui est le pôle d'excellence logistique. On a également un acteur qui est un laboratoire, c'est le laboratoire de l'université d'Artois, qui va nous apporter un petit peu, je dirais, des choses nouvelles autour de l'IA, parce que c'est des sujets qui nous intéressent. Et ce projet-là, il a pour ambition, en fait, d'accélérer la digitalisation des ETI et PME, qui n'ont pas encore tout à fait tous accès à ces outils. Et on voudrait donc nous faciliter cet accès. D'abord par nos outils qui devront en fait répondre à des contraintes on va dire de déploiement. D'ailleurs le rôle de Bills d'Euro, c'est de nous alimenter en usage de cas. Tu as parlé de système agnostique, donc il faut pouvoir s'affranchir des systèmes, il faut éventuellement s'affranchir des réseaux. Enfin, il y a plein de contraintes que tu as qu'on va essayer de reproduire. L'ARIA et Euralogistique vont nous aussi documenter sur les besoins de ces ETI PME sur ces solutions. Et le but de tout ça, bien sûr, nous on va forcément faire évoluer nos produits, on va les tester aussi chez toi. On va avoir des démonstrateurs qui vont être disponibles au sein d'Euralogistique, à l'université d'Artois. Enfin, on va essayer de faire des choses pour montrer, comprendre et justement accélérer un petit peu ce mouvement d'excellence opérationnelle. Tout à fait, parce que comme tu le précises bien, moi dans mon cahier des charges, au travers de l'implémentation du projet Jarvis globalement, mais qui sera il y aura aidé par Mirail, c'est que ça doit être agnostique. Parce que comme je l'ai précisé un peu avant, nous aujourd'hui on a des systèmes d'information multiples, et donc je dois facilement pouvoir aller chercher de l'information, que ce soit sur un WMS 1, 2 ou 3 ou 4. Et il faut que ce soit assez peu ou frugal, j'aime bien utiliser ce mot, frugal sur la partie infrastructure, parce que on maîtrise pas forcément nos bâtiments. Alors au sein du groupe Bills d'Euro, on a une partie de patrimoine, parce que la famille Bills tient à maîtriser une bonne partie de ses surfaces logistiques, avec en étant propriétaire des bâtiments, mais on peut pas être propriétaire de 100% des bâtiments. Donc on a des bâtiments qu'on loue. Et quand on loue un bâtiment, il faut le rendre comme quand on l'a pris au début du bail. Et si je dois commencer à mettre en place et équiper lourdement l'entrepôt, qui plus est, si j'ai un engagement de 3 ans avec un client, j'arriverai jamais à rentrer dans mon capex. Donc on a besoin d'un ROI rapide. Et pour avoir un ROI rapide, il faut que ce soit simple à mettre en œuvre. Et ça fait partie du cahier des charges effectivement de Mirail. C'est comment arriver sur une surface, que ce soit une surface logistique ou industrielle effectivement, et mettre rapidement en œuvre les outils qui permettent ensuite d'aller chercher le pilotage 4.0, comme on le dit, le pilotage en temps réel de nos activités.
Alors nous c'est parti, c'est démarré chez Pinflow, le projet Mirail. Je pense qu'on va pouvoir sortir des premiers démonstrateurs à partir de octobre. C'est un peu l'objectif, mais c'est un projet qui va durer 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Donc on va continuer à travailler sur ces sujets. Et projet financé par la région. Oui, tout à fait. Donc merci la région. Ouais. J'aurais voulu, avant de partir plutôt sur l'avenir et le futur, que tu nous fasses un petit zoom sur la partie RSE. Parce que c'est une thématique fort importante chez Bliss Euro. Vous êtes bien coté aussi, je pense, sur ces thématiques. Alors nous, on connaissait pas. On a découvert aussi qu'il y a des notifications. C'est EcoVadis, c'est ça. Alors si tu pouvais nous en toucher 2 mots. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que nous, la démarche RSE, elle est entamée. Alors j'ai pour habitude de dire que en tant que transporteur et logisticien, des engagements d'activités pérennes, durables et qui soient dans l'économie, c'est un peu dans l'ADN, parce que chercher à réduire la consommation des camions, c'est quelque chose d'hyper important. Bien sûr. Mais néanmoins, il y a une réelle démarche RSE qui a été mise en œuvre au sein du groupe en 2020. Donc depuis 2020, on a un comité RSE dans le groupe Bliss Euro. On a entamé un certain nombre de démarches pour valoriser la RSE au sein du groupe, qui est constituée, qui tourne autour de 4 axes principaux, la partie éthique, la partie sociale qui est primordiale et prioritaire dans le RSE, tout ce qui va tourner autour des achats, avec les achats responsables, est-ce qu'on maîtrise notre panel de fournisseurs, et la partie bien évidemment environnementale, où là on va travailler sur, j'évoquais la consommation de gasoil, mais également sur le renouvellement du parc, parce que entre un camion de la norme Euro 3 et maintenant c'est norme Euro 6, on n'est pas du tout sur les mêmes technologies, donc même si on continue à être sur de l'économie, de l'énergie carbonée, un Euro 6 il consomme beaucoup moins qu'un Euro 5 et encore moins qu'un Euro 4. Donc on a nous aujourd'hui une volonté déjà d'avoir un parc toujours à jour. Voilà, on a 100% de nos camions qui sont Euro 6, et on travaille aussi sur la partie carburant, parce que maintenant on a passé 100% de notre flotte en biocarburant. Donc ça fait partie des engagements environnementaux que l'on peut avoir sur la branche transport. Sur la branche logistique, on va travailler sur la consommation d'énergie, la capacité à maîtriser l'éclairage dans les entrepôts, avec un certain nombre de systèmes qui permettent de bien piloter la façon dont on va allumer l'éclairage, de la détection quand on arrive dans une cellule, ou des actions fortes sur la réduction des DIB, et un travail sur le tri des déchets pour valoriser au mieux les déchets qu'on génère au travers des activités logistiques. Et donc cette démarche RSE, il y a un acteur qui a pris le pas, qui est EcoVadis, comme tu le disais, qui est un organisme de notation qui permet d'avoir une certification et un système de notation avec des médailles en fonction de ce que la société est capable, et ce qu'elle a déjà engagé, et ce qu'elle est pas capable de prouver en termes d'action. Donc là, on a décroché la médaille de bronze en 2023, et notre objectif est d'aller chercher cette année la médaille d'argent. D'accord. Très bien. Et voilà, on est également bien challengé par nos clients, et de plus en plus, parce que voilà, on est dans une démarche globale. Bien sûr. Et donc c'est pas l'histoire d'un seul acteur, c'est systémique. Et donc nos clients sont également engagés en RSE, et donc ça permet facilement d'avoir un point de conformité. C'est si on est EcoVadis avec une note X, ça permet de tout de suite de savoir que l'entreprise est plus ou moins engagée dans ses démarches RSE. Écoute Lionel, merci pour cet éclairage. J'espère que ça a intéressé, je dirais nos publics. Le but c'était en fait de l'usine sans filtre, c'est de faire découvrir des environnements, pour des futurs peut-être des futurs salariés aussi, mais des gens qui cherchent aussi à faire changer les choses. On aime bien les gens qui ne se contentent pas, je dirais, d'un état de fait,
installés, mais qui essayent forcément d'innover pour faire changer, pour être meilleurs, pour vivre et grossir. Hein. Donc c'est important. Donc on a bien vu ton milieu. Alors est-ce qu'en conclusion, tu pourrais nous partager un peu ta vision du futur chez Build-Zero, Oui. un peu tes ambitions, comment tu vois le monde de la logistique de demain. Enfin, je dirais c'est peut-être des sujets. Ouais. Voilà. Oui, alors pour le groupe, on a très récemment, on s'est réunis avec les cadres de la branche logistique, hein, donc principalement représenté par Simastock, pour présenter notre vision 2030, hein, le cap 2030 de la branche logistique du groupe Build-Zero, et les grandes lignes, hein, de ce cap 2030. Ça va être bien évidemment, assurer la croissance du chiffre d'affaires et donc la pérennité de la société. C'est le point numéro 1. Mais comment le faire? Mais oui. Et donc on souhaite le faire en décrochant des dossiers majeurs. Voilà, parce que on a plusieurs choix, mais si on veut continuer à prouver qu'on est capable, déjà pour nos clients et puis pour nos futurs clients, il faut qu'on aille chercher des dossiers majeurs de plusieurs millions d'euros, qui prouvera, qui continuera à prouver notre capacité à répondre à des enjeux forts de nos clients et futurs clients. Ensuite, ça va être au travers justement de l'ensemble des sujets qu'on a pu évoquer jusqu'à maintenant, d'avoir une robustesse et une standardisation du mode de fonctionnement et une capacité à réagir le plus rapidement possible pour se projeter en dehors des Hauts-de-France. Voilà, donc ça c'est déjà une volonté externe, déjà qu'on a depuis quelques temps, mais là on a réaffirmé la volonté d'être en capacité de sortir des Hauts-de-France. Aujourd'hui, on a une bonne densité dans les Hauts-de-France. C'est l'ADN du groupe, donc on le changera pas. Mais néanmoins, il faut qu'on aille chercher du nouveau business en dehors des Hauts-de-France, que ce soit accompagner nos clients, on l'a déjà fait. On est déjà en dehors des Hauts-de-France sur quelques villes dans le cadre de l'accompagnement de nos clients, mais il faut aussi qu'on puisse aller chercher de nouveaux clients en France, dans un premier temps. Et peut-être en dehors des frontières dans un second temps. Mais nous, on aime bien les petits camions verts. Alors, et ça ils seront toujours verts, les camions, même si on quitte les Hauts-de-France? Oui, bon, ça, il n'y a pas de souci. Le vert, le jaune, c'est important pour nous. C'est nickel. Et puis, un dernier axe, c'est de continuer à faire évoluer nos exigences internes. Et notre objectif, c'est d'avoir des exigences internes au même niveau que le top 5 des acteurs de la prestation logistique internationaux. Voilà, je vais pas les citer, mais qu'on connaît bien. Hein. Et aujourd'hui, on est leader dans la région et on continuera à mettre des exigences hautes parce que on veut être au même niveau que le top 5 logistique et on y arrivera dans les prochains mois et prochaines années. Je crois beaucoup à Build-Zero parce que effectivement dans mon parcours j'ai pu croiser des expériences de sous-traitance qui n'ont pas toujours été des succès dans la maintenance ou dans la production. Hein. J'étais chez Renault, hein. J'en avais parlé déjà auparavant. Mais si elle n'est pas faite de manière intelligente, hein, si on cherche un prix, on n'a pas forcément la qualité ou la pérennité. Hein. Donc je pense d'après ce que tu nous as dit, ça évolue, hein, et ça correspond aussi à une attente des industriels, hein, et des gens comme Decathlon. Et si vous pouvez y répondre de manière, on va dire économique, tout en étant qualitatif, vous avez de l'avenir. Oui, parce que comme tu le dis si bien, c'est que il faut qu'on reste. En fait, il faut que je pense que la pérennité, c'est le mot d'ordre. C'est que si on veut rendre pérennes nos partenariats avec nos clients, et si on veut rendre en même temps pérenne la société, il faut qu'on reste rentable. Voilà. Et donc si c'est simplement pour dire je vais faire plaisir à mon client et puis je vais baisser mes prix, mais sans baisser mes charges, ça tient pas. Et donc c'est comment, tout en continuant et en garantissant la pérennité de notre société et du groupe Build-Zero, d'aller chercher des leviers qui permettent d'améliorer la performance et d'en faire bénéficier nos clients. Et ça passe par des actions internes, mais de plus en plus, on travaille en partenariat avec nos clients parce que la supply chain, moi j'ai toujours appris que c'était casser les murs et créer des ponts. Et c'est vrai sur la supply chain globale, mais c'est vrai aussi entre le client et le prestataire, et que plus on travaille en partenariat
et plus on est capable d'améliorer la qualité de l'information. Et si je reviens à il y a quelques minutes, notamment à la prévision, et ben là, on a d'autres leviers aussi qui s'ouvrent. Et donc on a aussi une volonté d'accompagner le client pour aller le challenger aussi lui dans ses organisations. Oui, ça se dire voilà, on peut ensemble aller chercher des nouvelles pistes. C'est totalement dans l'esprit du Lean et on t'en félicite. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de travail chez Build0, donc bravo. Merci Pierre. Merci pour cette participation. Et on se dit à bientôt. Bah oui, à bientôt. À très vite. Au revoir Lionel. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'usine sans filtre, le podcast de Pinflow. Si vous souhaitez en savoir plus sur le management visuel digital au service de votre performance, rendez-vous sur pinflow.com. Et si l'épisode vous a plu, abonnez-vous à notre page LinkedIn.